Alors Marc Crépon, pour quelqu'un comme vous, quelles sont les valeurs de gauche qui sont typiquement de gauche? Quelles sont les caractéristiques auxquelles le gouvernement s'est attaqué là? D'abord, ce que montre cette série d'images, de rappels que vous venez de faire, c'est que dans le fond, l'électorat traditionnel de la gauche, celui qui a porté François Hollande au pouvoir, n'a pas cessé d'être provoqué. C'est-à-dire que tous ces faits, toutes ces déclarations sont une surenchère permanente dans la provocation. Et depuis le début de cette émission, on se demande s'il y a encore un curseur qui sépare la droite de la gauche, s'il y a des... Je pense que, évidemment, chaque formation politique peut s'emparer des termes de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais ces termes-là, elle ne les fait pas parler de la même façon, et notamment la question de l'égalité. Et il me semble que s'il y a une chose qui appartient à l'histoire de la gauche et qui l'a définie, c'est le sentiment qu'avec la gauche, ceux qui sont dans notre société les plus vulnérables, les plus défavorisés, ceux qui souffrent le plus de ces mutations de tous ordres, trouveraient dans la gauche un soutien, un secours, une attention, et que la gauche, le gouvernement se sentirait en un certain sens responsable de leur vulnérabilité. C'est ça, me semble-t-il, qui a disparu. Et toutes ces déclarations montrent que très clairement, ça n'est plus la préoccupation majeure de ce gouvernement. Ça n'est plus à eux qu'ils s'adressent. Et donc les électeurs ne s'y retrouvent plus, parce qu'il y a quand même une chose à laquelle il faut accorder toute son attention, c'est l'effondrement du peuple de gauche, c'est la disparition de ce socle électoral, c'est le sentiment de trahison d'une partie majeure des électeurs. Évidemment, ça ne date pas de la disparition de Christiane Taubira du gouvernement. Et probablement que ça a commencé dès 2012. Mais ça n'a cessé de croître au rythme précisément de ces déclarations qu'on vient de voir résumées. Marion Fontaine, c'est le sujet de votre livre, justement. Oui, je pense que ça a commencé bien avant, que cette crise du rapport entre la gauche et le monde ouvrier, si on veut utiliser un terme qu'on peut très bien utiliser, elle remonte en réalité à au moins une trentaine d'années. Que ce qu'on voit ici, je pense, dans ce type de déclaration, c'est l'illustration du fait que, enfin, ce que je disais tout à l'heure, le rapport entre la gauche politique et la gauche sociale, les liens qui pouvaient s'être noués, par exemple par le biais des syndicats, sont très largement distendus, et que je pense que la gauche politique et le monde social ont de plus en plus de mal à dialoguer parce qu'il n'y a plus non plus les outils de dialogue. La deuxième chose, que la gauche ait tout le temps été partagée entre efficacité économique et justice sociale, c'est pas un fait nouveau. La gauche a aussi cherché la production. Ce que je pense qu'on voit ici, c'est aussi, il faut quand même le rappeler, le constat en fait d'impuissance et de ne plus trop savoir quoi faire d'un pays qui se trouve quand même confronté à un chômage de masse et qui se demande quelle solution trouver. Alors, est-ce que les solutions qui effectivement pénalisent et fragilisent encore les plus faibles sont les bonnes? Personnellement, je ne le pense pas, mais je pense que ce qu'on voit aussi, c'est que qui a la solution pour faire en sorte que ce pays ne continue pas à être gangréné par un chômage de cette solution? Je ne suis pas sûre que pour l'instant on ait les solutions. Donc je crois que ce qu'on voit aussi, c'est l'indétermination là encore et la difficulté à trouver des solutions. Éric Fassin? J'étais frappé par un mot tout à l'heure qu'on entendait dans ces reportages où on disait que c'était un gouvernement social-démocrate. Je crois que ce terme est très trompeur parce que ça donne l'impression qu'on rejoue toujours la même histoire depuis un siècle, qu'il y a d'un côté la social-démocratie et de l'autre des gens qui seraient plutôt révolutionnaires, donc ce serait la réforme contre des radicaux, etc. On a l'impression que c'est toujours la même histoire. Or, je crois que ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas de la social-démocratie. La social-démocratie, ça supposait un rapport d'équilibre qu'arbitrait l'État entre le capital et le travail. Là, ce qu'on vient de voir, c'est prendre le parti du capital. C'est prendre le parti du patronat, en considérant que c'est ça qui va finir par régler les problèmes économiques. Ça n'est plus du tout de la social-démocratie, c'est du social-libéralisme. Donc, ça n'est pas toujours la même histoire, et le résultat, c'est qu'on ne sait plus bien la différence avec un programme de droite. Lorsque Manuel Valls est ovationné par le MEDEF, ça veut dire que le MEDEF ne s'y trompe pas. Lorsqu'on a un sondage qui récemment nous donne quelles sont les personnalités préférées des sympathisants de droite d'un côté, des sympathisants de gauche de l'autre. On a à gauche
Manuel Valls en tête. Alors on pourrait se dire, la preuve qu'il est de gauche, mais on a juste après Alain Juppé. Ça montre qu'il y a un petit peu de confusion quand même. Mais quand on regarde parmi les sympathisants de droite, en numéro 1, on a à nouveau Alain Juppé, et en numéro 2, on a Emmanuel Macron. Eh bien cette confusion-là, le fait que les gens ne savent plus trop, le fait qu'ils peuvent dire une chose ou bien son contraire, elle est provoquée par le fait qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à dire en quoi la politique économique qui est suivie n'est pas une politique de droite. Ça met d'ailleurs la droite dans une difficulté constante, qui est d'essayer de dire comment faire pour montrer que nous sommes plus à droite que ce gouvernement. Lorsque on a constamment des plaisanteries qui viennent de la droite sur le fait qu'on devrait proposer à Emmanuel Macron de rejoindre des partis de droite. Est-ce qu'il y a une politique de gauche, une politique économique de gauche et une politique économique de droite? C'est aussi une question. Renaud Dely d'abord et tout de suite après Philippe Doucet. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la France n'est pas une île déserte. Et on le comprend bien d'ailleurs à travers les prises de position successives de Manuel Valls, d'Emmanuel Macron, etc. On est dans un contexte de mondialisation tel qu'aujourd'hui, pour s'attaquer effectivement à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la principale inégalité, c'est le chômage de masse qui est enraciné dans ce pays depuis des décennies, ça nécessite de regarder. Alors, soit il y a la réponse souverainiste, il y a la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, soit, si on ne veut pas se rallier à cette réponse-là, ça nécessite forcément de regarder ce qui se passe ailleurs. Or, historiquement, la gauche social-démocrate, elle a recouru à des outils qui, aujourd'hui, semblent moins répondre, moins fonctionner. L'État-providence, la distribution d'allocations, une politique redistributive a posteriori, après la création des inégalités. On voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à cette évolution de la mondialisation économique et de l'univers concurrentiel dans lequel est la France, ces outils-là ne répondent plus. Donc les sociodémocrates au pouvoir sont en train de rechercher d'autres outils. Dire j'aime l'entreprise, c'est pas une proclamation de droite. Je vois pas en quoi c'est de droite. Dire je suis pour la production de richesse, que les entreprises créent de la richesse, parce que dès lors que cette richesse ensuite crée de l'emploi, c'est pas en tant que tel de droite. Il y a une différence effectivement avec ce qui s'est produit avant. Là, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un vrai changement. C'est que pour la première fois, la gauche, cette gauche qui est au pouvoir, elle assume dans les mots ce qu'elle fait dans les actes. C'est-à-dire qu'on a eu historiquement, en France, et pas seulement en France d'ailleurs, une pratique molétiste du pouvoir, c'est-à-dire un discours beaucoup plus à gauche que la pratique qui était elle-même beaucoup plus réformiste ou beaucoup plus modérée. Aujourd'hui, il y a dans les mots qui ne sont pas des provocations, qui peuvent passer pour des provocations, qui peuvent être vécues comme telles, mais qui sont surtout, je pense, de la part de Valls et Macron, la volonté d'inspirer une mutation de la social-démocratie en tenant compte du contexte international. Pour la première fois, on a des socialistes au pouvoir qui assument dans les mots ce qu'ils font. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on se souvient même de Lionel Jospin, entre 1997 et 2002, expliquer très fièrement que lui, contrairement à Blair, Schröder et à la troisième voie, il était à la tête du gouvernement le plus à gauche de l'Union européenne. Donc il y avait des mots tabous auxquels les socialistes au pouvoir ne recouraient jamais jusqu'à aujourd'hui. Philippe Doucet? Si un jour, par malheur, Nicolas Sarkozy revient au pouvoir, Éric Fassin, il verra ce qu'est une vraie politique pour le capital. Il suffit de lire l'interview cette semaine de Nicolas Sarkozy dans Les Échos, il va voir ce qu'est une vraie politique de droite. Et là, il n'y aura pas de débat sur ce qu'est une politique de gauche et une politique de droite. Là, il y aura une vraie politique pour le capital. Donc il faut regarder aujourd'hui le programme de Nicolas Sarkozy. Vous verrez demain, celui d'Alain Juppé, ça sera pareil. Donc vous voulez dire que Manuel Valls est moins de droite que Nicolas Sarkozy? Pas du tout. Je dis que derrière, on ne fait pas une politique pour le capital. Parce que derrière, pardonnez-moi, mais la vraie inégalité aujourd'hui, parce que la gauche, ça reste l'égalité, la vraie inégalité aujourd'hui, c'est ces millions de chômeurs et de travailleurs précaires qui sont bousculés, comme la France est bousculée par la mondialisation. Parce que nous, ce que nous avons oublié dans ce pays, et c'est peut-être d'ailleurs ce que je pourrais reprocher à François Hollande, c'est dès 2012, ne pas avoir présenté aux Français le rapport gallois où entre 2002 et 2012, nous avons perdu 20% de notre base de production. À un moment donné, le problème du pacte de responsabilité, c'est qu'on essaye de reconstituer une offre économique, une production. Je ne vais pas faire Maurice Thorez, tout pour la production, mais c'est quand même un peu ça. Ce gouvernement, c'est de se dire on a une difficulté. Donc la vraie ligne de clivage aujourd'hui, pardonnez-moi, aller avec M. Sapir et ceux qui sont dans une logique sur le souverainisme, de se dire nous, on sort de l'Europe, on sort de l'euro, donc on sort de l'Europe, et on essaye de refaire quelque chose dans une autre logique. Mais autrement, on essaye, nous, d'adapter ce pays qui est très en retard dans son système de production du fait d'une problématique de coût. Quand on regarde Air France, quand Air France était dans les années 60, il n'y avait pas la concurrence de montagnes, de compagnies aériennes, de plein de pays du tiers-monde. Ces pays du tiers-monde, on parlait de développement du tiers-monde. Aujourd'hui, ce sont des pays en cours de développement.
Est-ce qu'on doit s'en plaindre? 400 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté. Alors évidemment, eux, ils sont sortis de la pauvreté, ça nous bouscule. Ça bouscule l'Europe et ça nous bouscule nous. Donc effectivement, on a ce sujet-là sur lequel on tâtonne parce que c'est pas aussi simple de faire de la sécurité sociale dans un environnement ouvert, là où auparavant, on avait un environnement fermé. Et quand vous dites, pardonnez-moi, que l'État servait d'arbitrage, mais l'État aujourd'hui, il est lui aussi bousculé. C'est bien pour ça qu'on a toutes ces difficultés. C'est bien aussi pour ça que le Front National est une réponse qui ne me paraît pas la bonne réponse par rapport à ça, où on rejoue la France des 30 Glorieuses, on va mettre les frontières, on va ériger des murs, alors qu'on est dans un monde ouvert. C'est ça la vraie difficulté par rapport à ça. Alors après, par rapport à ce que vous évoquez, monsieur, là aussi, peut-être que dans l'aspect politique, dans les mots, bien, donc effectivement, on veut donner ce signal-là parce que dans un monde ouvert, on a besoin des investisseurs et c'est les entreprises qui créent de la richesse. Parce que pour redistribuer, il faut produire. Et aujourd'hui, on ne produit pas assez. Par contre, dans les mots, dans les classes populaires, je pense qu'effectivement, la question de l'attention, la question de la bienveillance, je pense qu'on peut se faire, nous, cette autocritique-là. Moi, qui suis député d'une circonscription extrêmement populaire à Argenteuil-et-Besançon, effectivement, la question de la bienveillance, de l'attention, de se dire qu'on se bat pour les gens par rapport à ça, je pense qu'il faut le dire et le redire, même si, effectivement, cette mutation de la gauche... Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, je suis naïve, je ne fais pas de politique et tout. J'ai une question. Par rapport à ce qui s'est passé... Tout le monde fait de la politique, tout le monde est citoyen. Et d'ailleurs, tout le monde devrait faire de la politique. Vous avez raison, je suis d'accord. Non, mais... Elle en fait dans son spectacle, ne vous inquiétez pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les salariés de Goodyear? Enfin, c'est quoi ces peines? Enfin, vous dites de la bienveillance et tout. C'est carrément l'État. En fait, les gens de gauche, moi, je vais vous dire, naïvement, ce que je vois, c'est que les gens de gauche, les vrais gens de gauche, ils sont en prison. Mais vous êtes extraordinaire parce que tout à l'heure, vous vouliez qu'on remette le RTF pour contrôler les médias par rapport à ce qui était dit sur la tuile. Arrêtez, j'avais une responsabilité des médias. Je rappelle, Goodyear, c'est une décision de justice. Donc, on veut une justice. C'est-à-dire que l'État, c'est l'État. L'État, c'est pas le gouvernement. Manuel Valls ou Jean-Jacques Urvoas ou Christiane Taubira hier, c'était sous Christiane Taubira que vous aimez tant. Elle appelait pas le procureur ou le juge en l'occurrence, pour leur dire. Et les amis, vous condamnez pas les 8 de Goodyear comme ça. Vous voyez, donc oui, l'indépendance de la justice. Une intervention de Marc Crépeau. Il y a un autre débat qui est la question de la violence dans la société. Qu'est-ce qui est acceptable comme violence dans la société? Vous voyez, c'est deux questions différentes. Il y a les questions institutionnelles. Mais on donne pas, ce gouvernement ne donne pas d'ordre aux juges pour les décisions sur les peines. Et oui, ça s'appelle l'indépendance de la justice, mais vous avez été manifestement habitué quand Nicolas Sarkozy lui faisait passer des directives. Ça a changé. C'est un gouvernement de gauche. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans tout votre discours. C'est qu'on vous entend, vous faites comme si vous n'aviez pas, depuis 4 ans, enchaîné les défaites électorales les unes après les autres, comme si les électeurs ne vous avaient pas manifesté régulièrement et de plus en plus leur défiance, leur manque de confiance. Bien sûr, ils ont manifesté défiance. Et comme si en réalité, non, et comme si en réalité, et ce qu'on voit aujourd'hui, parlons de la violence dans la société, et comme si aujourd'hui, tous ceux qui vivent avec le sentiment d'être inaudibles et d'être invisibles, et qui pouvaient espérer la gauche arrivant au pouvoir, qui serait un peu plus visible et un peu plus audible, n'avaient pas encore et toujours le sentiment de rester inaudible et de rester invisible. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui fragilise notre démocratie, c'est qu'il y a une crise énorme de la verticalité de la démocratie, c'est-à-dire de la transmission du sens, de la parole, qu'elle vienne des autorités syndicales, qu'elle vienne des autorités politiques, qu'elle vienne des partis. Il y a une crise de cette verticalité-là. Et moi, je pense que le Parti socialiste, au pouvoir, a une large part de... Il n'est pas le seul, parce que cette crise, elle affecte tous les partis politiques. Mais le fait que ce qui a été identifié, ce qu'on appelait à tort ou à raison et qui a existé tant bien que mal pendant des décennies, qu'on appelait le peuple de gauche, le fait que le peuple de gauche ne se reconnaît plus du tout dans cette verticalité, ça a des conséquences politiques dramatiques, des conséquences qui fragilisent la démocratie. Et aujourd'hui, ce à quoi on voit cet effritement du peuple de gauche, c'est un facteur de fragilisation. Et il faudrait bien, à un moment, je me demande, quand les socialistes au pouvoir vont commencer à se dire, mais quand même, c'est grave qu'on perde tous nos électeurs. C'est grave que l'électorat populaire ne nous accorde plus sa confiance. Votre réponse serait particulièrement forte si le Front de gauche était à 30%. Parce que là, on pourrait se dire, la gauche socialiste ne correspond pas, n'a pas suffisamment d'attention, et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui est très haut dans les sondages. Or, ce n'est pas le cas. Ceux qui sont hauts, c'est le Front National. Pourquoi? Parce que les citoyennes et les citoyens, ils savent bien que la question de la mondialisation, tout le monde la vit au quotidien. Tous ceux qui sont dans les entreprises, tous ceux qui s'en sont fait sortir, tous ceux qui sont dans les jobs précaires, ils la vivent, la mondialisation. Bien, ils la vivent aussi d'ailleurs en tant que consommateurs, puisqu'ils voient des produits à des prix cassés, etc. Mais donc,
Interrogez-vous, pourquoi c'est pas le Front de gauche qui est haut? Pourquoi c'est Et donc, on a une gauche qui court derrière le Front National. Voilà, on a une gauche qui court derrière les idées du Front National, les thèmes du Front National. On va y revenir. Mais qui donne le tempo de la politique. En attendant, la question de l'efficacité, c'est que du coup, là où le Front National a marqué des points de ce point de vue-là, c'est la question du souverainisme, de se dire on peut revenir à la France d'avant. De se dire, avant on était protégé, parce qu'avant il y avait l'État-nation avec des frontières, et l'État faisait la régulation. Aujourd'hui, c'est vrai que ce modèle de régulation, il est attaqué. Et c'est pour ça que c'est le Front National qui monte, et c'est pas le Front de gauche. Mais donc après, votre stratégie, c'est d'aller à droite parce que le Front National... Mais on ne va pas à droite. Voilà. On va pas à droite. Alors, je voudrais donner la parole à nos deux économistes. Le défenseur du souverainisme, c'est Jacques Sapir. Premier point, Daniel. moi je défends la sortie de l'euro, je ne défends pas la sortie de l'Europe. Bon, ça, vous ne voulez pas le comprendre, tant pis pour vous. Deuxième point. C'est pareil. Non, c'est pas du tout la même chose. Deuxième chose, il y a un mot que je déteste, c'est le mot de bienveillance. Parce que le mot de bienveillance, ça veut dire qu'on ferait de la charité aux gens. Non, les classes populaires ne demandent pas la bienveillance, elles demandent la justice. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans le pacte de responsabilité, tout l'effort était demandé aux travailleurs et il n'y avait aucun effort réellement demandé aux entreprises. Troisième point. Quand M. Valls dit « j'aime l'entreprise », il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. S'il avait dit « je suis pour les entrepreneurs », je pense qu'il faut développer l'idée d'entrepreneur en France. C'était parfaitement acceptable. Il y a effectivement une idée de gauche que le fait d'entreprendre, le fait de construire des choses, c'est effectivement une valeur de gauche. Mais l'entreprise, qui n'est pas les entrepreneurs, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un cadre coercitif dans lequel on organise le travail. Et quand il dit « j'aime l'entreprise », ça veut dire qu'il donne acte au MEDEF de justement ce cadre coercitif, et on le voit d'ailleurs dans toutes les mesures qui sont prises, car toutes les mesures qui sont prises, que ce soit sur le temps de travail, que ce soit sur les retraites, elles aboutissent à une chose, à faire baisser ou les salaires ou les prestations sociales. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, on comprend... Expliquez-nous alors pourquoi Renault produit moins de voitures en France. Il y a moins de production de voitures en France aujourd'hui qu'il y en a en Grande-Bretagne. Pourquoi ? En Angleterre, en Grande-Bretagne, il n'y a même plus de marques nationales. Ils produisent plus de voitures. Pourquoi nous, en France, aujourd'hui, on a des marques Renault ? Combien de voitures Renault sont fabriquées en France? Posez-vous la question du coût du travail. C'est une réalité. On ne fait pas ça pour faire plaisir. Non, mais justement, la question du coût du travail se règle par la dévaluation, par la dépréciation de la monnaie. Et il faut le savoir. C'est parce que l'on refuse cette possibilité. Et on voit qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous. La Suède, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne, qui a gardé sa monnaie. La Suède a gardé sa monnaie. Et on voit très bien que ce qui oblige le gouvernement à jouer cette course à l'échalote, toujours moins de salaires, toujours moins de prestations, toujours moins de services publics aussi, parce qu'il y a une autre dimension. Ce sont les territoires oubliés de la République. Et ça, vous l'oubliez un petit peu... Rentrons dans le débat sur la Grande-Bretagne et la Suède. Non, on n'a pas le temps. Un petit peu rapidement. Bon. Enlever la cité à la Grande-Bretagne. Ça, c'est la conséquence du maintien d'une monnaie unique avec un pays qui est de fait mieux doté en facteurs que nous, qui est l'Allemagne. Donc c'est ça le problème. Et tant qu'on restera effectivement dans l'euro, nous n'aurons pas d'autre solution que cette course à l'échalote. Mais c'est très exactement ça. Et je reviens sur un point que j'ai développé. Je pense que le fait même d'avoir utilisé le terme de bienveillance par rapport aux classes populaires démontre un imaginaire que vous avez qui est d'un profond mépris pour ces classes populaires. Alors, j'ai pas d'imaginaire. Juste une réponse de Philippe Bousset. Juste une réponse. Je viens entendre des choses énormes. Mais vous voyez, moi, cet après-midi, je sais pas où vous étiez, mais moi, j'étais sur le grand marché populaire d'Argenteuil au marché du Val-Nord. Et la bienveillance, c'est quand vous prenez le temps d'écouter les gens, quand vous êtes avec eux. Bien sûr, on porte de la justice. Ça s'appelle l'écoute, tout simplement. Venez pas me parler de mépris, parce que moi, je passe des heures avec les classes populaires. Et vous voyez ce qu'ils disent aujourd'hui, ce qu'ils me disent. Quand ils me posent des problèmes que je ne suis pas toujours capable de résoudre, parce que vu les problèmes, c'est pas toujours facile. Je dis, vous savez, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Mais au moins, merci, vous nous avez écoutés. Parce que le problème de la verticalité qu'évoquait monsieur, c'est une réalité. Voilà. Donc on a aussi besoin que les élus et les partis politiques, mais aujourd'hui c'est principalement les élus, soient dans les territoires pour être à l'écoute. Donc vous jouez le rôle d'un prêtre. Vous jouez le rôle d'un prêtre. Donc on ne joue pas le rôle d'un prêtre. Alors Jean-Marc Daniel,
Parce que vous rattachez là. On n'est pas dans le mépris et on porte les classes populaires et on porte cet enjeu-là et on veut faire la reconquête des classes populaires par rapport au Front National. Jean-Marc Daniel, lui, vous rattachez les réformes ou les discours de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, vous les rattachez à une tradition qui pour vous est de gauche, est une tradition libérale. C'est une tradition ancienne, c'est une tradition libérale, c'est une tradition qui considère que le bon outil pour apporter une réponse à cette question fondamentale qui est effectivement d'améliorer la condition des classes les plus défavorisées. Le bon outil, ce n'est pas l'État. Le bon outil, c'est de permettre, par la liberté de chacun, d'exprimer son talent. On l'a dit, il y a une tradition qui défend l'entrepreneur à gauche. Donc l'entrepreneur, quelqu'un qui exprime ses talents, quelqu'un à qui donne la possibilité de réaliser son destin, et quelqu'un qui va avoir un rapport à la société beaucoup plus positif, et donc qui va correspondre à ce qu'on appelle les valeurs de gauche, c'est-à-dire la liberté et l'égalité. L'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité des capacités. Ensuite, on en revient à cette histoire d'outils. C'est-à-dire que je pense que la grande erreur de la gauche contestataire qui se positionne à la gauche du gouvernement actuel, c'est de considérer que l'État détient les clés du problème. Or, l'État a échoué au XXe siècle, il a échoué de façon criminelle avec le communisme, il a échoué de façon inflationniste avec la déroute des finances publiques avec le keynésianisme, mais il n'a pas répondu aux attentes de la... Et pourquoi il n'a pas répondu? Parce qu'encore une fois, je vais prendre un exemple simple. Pour lutter contre les inégalités, on utilise assez souvent la fiscalité. Et je vais revenir à une formule de Kennedy. La différence qu'il y a entre les communistes et moi, Kennedy, c'est que les communistes veulent abaisser les riches et moi, je veux relever les pauvres. Et donc, effectivement, la fiscalité, c'est un moyen d'abaisser, effectivement, les riches. On en revient à ce discours sur les entreprises. Le MEDEF n'a rien fait de l'argent qu'on lui a donné et tout ça. Bon, la réalité concrète, c'est que l'enjeu, c'est pas d'abaisser les riches, encore une fois, c'est de faire en sorte que l'État soit au service de l'égalité des chances, de l'amélioration des conditions des pauvres. Bon. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les outils qui ont été utilisés jusqu'à présent ont été faits pour abaisser les riches. Et je dis, ce que dit M. Macron, c'est simplement de dire on va donner l'égalité des chances, on va permettre à chacun d'exprimer son talent. Dernière remarque, on a parlé des autocars. Ce que je trouve intéressant dans l'affaire des autocars, c'est que au départ, il y avait un monopole qui était le monopole de la SNCF. Qu'est-ce qui a fait exploser le monopole de la SNCF? C'est deux choses. C'est la volonté de M. Macron, mais c'est aussi la réalité technologique. C'est-à-dire que le monopole de la SNCF, il est contesté par la population au travers du covoiturage et de Blablacar. Et donc, il y a une capacité aussi de ce gouvernement de s'adapter à une réalité technologique qui fait que la concurrence, la liberté est dans l'ADN de la société qu'on est en train de construire. Donc, tout ce qu'on a entendu là, pour vous, ça n'est pas fondamentalement pas de gauche. Ça peut très bien être de gauche. Une dernière remarque, le discours sur l'entreprise, je renvoie à la lecture de la lettre pour tous les Français de 1988 de François Mitterrand. Alors on peut dire que ce n'était pas un leader de la gauche, c'était pas un programme de gauche. En 1988, Mitterrand n'était pas celui de 1981. Il reste Lénine en programme de gauche. Il était plus de gauche. Mais il y a le fait que c'est l'entreprise il aime l'entreprise aussi, Mitterrand. Il dit c'est l'entreprise qui porte la croissance et c'est l'entreprise qui va créer les emplois. C'est la même chose que ce que dit Macron quand il dit pour qu'il y ait des employés, il faut des employeurs. Mitterrand disait la même chose. Quand M. Macron, on se posait la question de savoir quelles sont les politiques économiques de gauche ou les politiques économiques de droite, Tony Blair disait il y a celles qui marchent, il y a celles qui échouent. Il n'y a pas de politique de gauche, il n'y a pas de politique de droite. Bon, Macron a rebondi là-dessus en disant, quelle que soit la couleur du chat, l'important c'est qu'il attrape des souris, en disant que c'était Mao qui avait dit ça, en fait c'était Xiaoping. Mais il y a quand même cette idée qu'à un moment donné aussi, pour apporter une solution au problème que la gauche doit résoudre, c'est-à-dire la pauvreté et le chômage, il faut utiliser les bons outils. Il y a la politique qui marche et celle qui ne marche pas, mais il y a aussi la politique dans laquelle on croit et celle dans laquelle on ne croit pas. Il y a la politique qui suscite de la confiance et celle qui n'en suscite aucune. Il y a la politique qui fabrique du discrédit, et le discrédit de la classe politique, des élites politiques, etc. Et la politique qui, au contraire, la restaure. Donc il n'y a pas que cette question on est sur la politique du fait de marcher ou de ne pas marcher. Il y a quand même aussi cette question du crédit, de la place des électeurs. Et ça, je crois qu'elle est absolument considérable. Et c'est ça qui est oublié. Juste une remarque par rapport à ça, je suis assez d'accord avec vous. Et le fait que, effectivement, la gauche va de défaite en défaite et on lui annonce une déroute aux prochaines élections. Je l'ai dit, pardon, mais toutes les majorités vont de défaite en défaite aux élections intermédiaires, quelles qu'elles soient. Elles sont plus ou moins étendues aussi. Il y a une déception dans ce pays, effectivement, parce que je pense que depuis 40 ans, on n'arrête pas de faire des promesses, notamment en termes de chômage, qu'aucun gouvernement n'a été capable de tenir, parce qu'aucun gouvernement n'est allé jusqu'au bout d'une véritable politique de réduction du chômage. C'est-à-dire, contre le chômage, on a tout essayé aussi. C'est le discours de François Mitterrand. On va inverser la courbe du chômage, mais on ne sait pas comment faire. Et on a tout essayé et rien ne marche. Donc, effectivement, je comprends que la population, au bout d'un moment, avec une forme d'interrogation. Mais il y a deux choses qui me frappent. Comme l'a dit M. Doucet, le front de gauche
n'a pas de réponse alternative, qui se réclame de la gauche. Les frondeurs, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé de basculer 20 milliards de dépenses de crédits budgétaires du pacte de responsabilité vers des mesures de réduction de TVA, de relance de la consommation. On n'est pas de gauche à hauteur de 20 milliards. En fait, 20 milliards de basculement d'une ligne budgétaire à une ligne budgétaire, ça ne fait pas, à mon avis, une vraie différence entre être de gauche ou ne pas de gauche. Donc, il n'y a pas d'alternative à la ligne Macron-Valls. Un mot d'Éric Fassin et Renaud Dely. D'abord, la dernière formule qu'on vient d'entendre, il n'y a pas d'alternative, a bien sûr une histoire. Oui, c'est une référence directe à Margaret Thatcher. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on fait passer Margaret Thatcher à gauche. Donc ça dit quelque chose sur l'évolution de la politique depuis les années 80. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, c'est sur le rôle de l'État. Vous semblez dire qu'en fait, on s'acheminerait vers un monde libéral. En réalité, on s'achemine vers un monde néolibéral. Le monde néolibéral, ce n'est pas l'État qui se retire, c'est l'État qui, au contraire, joue un rôle décisif, par exemple, pour enflouer des banques. Par exemple, pour donner beaucoup d'argent à des entreprises pour que, en principe, elles créent des emplois, même si elles ne le font pas, etc. Donc l'État n'est pas du tout absent, il est présent simplement, plus dans le même rôle. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, M. Doucet, tout à l'heure, c'est, si j'ai bien compris, que, en fait, donc, il y a une stratégie politique qui est, puisque le front de gauche est faible, puisque le front de gauche n'est pas capable de peser, eh bien, on va se tourner vers la droite, on va droitiser. Ça, c'est une stratégie qui a été mise en place sous le nom de triangulation dans les années 90, en particulier avec Bill Clinton. C'est ensuite Tony Blair qui a repris ça. Mais la triangulation, ça voulait dire qu'on empruntait certains éléments à l'autre camp. C'est ce qu'a fait ensuite Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a pris quelques éléments à la gauche. Mais là, on n'est plus du tout dans la triangulation. Parce que la triangulation, ça veut dire qu'il y a des angles. Et s'il y a des angles, ça veut dire qu'il y a des différences. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à voir en quoi il y a une logique différente. Alors, ce que vous répondez, c'est quand même, on est moins à droite que la droite. Mais le problème, ça n'est pas... On va répondre. En substance. Je résume votre propos. Mais on va répondre, allez-y. Mais simplement, quand on dit on est moins à droite que, ça veut dire que c'est une différence de degré. La question qui, pour moi, n'est toujours pas résolue, c'est de savoir en quoi il y aurait une différence de nature, c'est-à-dire une véritable alternative. Parce que c'est ça l'enjeu. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de gauche. Bien. Si c'est seulement suivre la réalité, comme vous êtes convaincu que la réalité est de droite. Mais pas du tout. Donc on finit par avoir aucune différence. Réponse de Philippe Doucet et Renaud Dely. D'abord, la réalité, je ne dis pas qu'elle est droite, la réalité, c'est la réalité. Bien, elle est face à nous. Bien, donc ensuite, ce que je dis sur le front de gauche, c'est que vous devriez vous interroger, vous, par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure, pourquoi, si les classes populaires, le peuple de gauche trouvait qu'on menait une politique de droite, une politique qui n'allait pas, normalement, puisque le peuple de gauche est de gauche, il devrait aller vers ceux qui ont votre assentiment, encore que vous trouvez peut-être Mélenchon comme droitier, pour dire que, eh bien, dans ce cas-là, il se reporte vers la vraie gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon, du parti gauche, etc. Ce n'est pas le cas. Ils s'abstiennent. Non, ils ne s'abstiennent pas. Ils s'abstiennent très largement, vous l'avez remarqué. Il y a une partie qui s'abstient, mais il y a... Surtout dans les classes populaires. Il y a une partie qui s'abstient, mais il y a aussi une partie qui a basculé vers le Front National par rapport à ça. Et derrière, dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, interrogez-vous aussi, malgré tout ce que vous reprochez qui a été fait en termes de politique économique, 80% des Français considèrent qu'on n'a pas tout fait contre le chômage. Vous voyez bien que donc, du coup, on n'est pas dans des logiques théoriques. Les gens, ils veulent de l'efficacité dans l'action politique. Ça, je pense que c'est un vrai changement par rapport à ça, y compris parce que plusieurs gouvernements se sont succédés, ça a été rappelé à l'instant, et qui veulent de l'efficacité par rapport à la lutte contre le chômage qui est centrale dans la tête des Français et des Français, à juste titre. Et non seulement elle est centrale pour le chômage, mais elle est centrale aussi sur l'inquiétude, sur la précarité, sur le déclassement, en se disant peut-être que moi demain, ou mes enfants, parce que l'ascenseur social est en panne, donc ma famille, mes proches, mes enfants, demain, et donc le chômage grignote la société, et c'est pour ça que nous, on est sur un raisonnement qui est simple. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche ?
Donc c'est ça l'enjeu. Mais vous voyez bien, vous dites la réalité, vous dites l'efficacité, à aucun moment vous dites en quoi il y aurait des valeurs différentes. Mais si, on va y venir sur les valeurs. On y viendra plus tard. Attendez, les valeurs, ce sera après l'économie. Non, c'est parce qu'on est rentré sur la question sociale. Quand on ne parlera plus d'économie, on parlera de valeurs. On va venir sur l'histoire des valeurs, parce que je pense que c'est un combat absolument central. Je vais donner la parole à Renaud Dely. Par rapport à la gauche, pardon monsieur Dely, sur l'histoire de la droite et de la gauche. Par exemple, une différence fondamentale par rapport à la droite, là. Quand Nicolas Sarkozy propose de supprimer l'impôt sur solidarité sur la fortune, l'impôt sur les grandes fortunes, ça c'est une mesure par rapport à la logique de l'égalité dans la société. Bien sûr, il y a l'aspect fiscal qu'évoquait monsieur, mais c'est aussi une mesure symbolique de se dire que ceux qui sont très très riches dans la société française ou qui ont des revenus élevés doivent faire un effort de solidarité plus important que des classes moyennes. Ça, c'est un enjeu symbolique important, au-delà de l'aspect purement financier. Renaud Dely, et après, je voudrais qu'on aborde aussi d'autres questions qui fâchent une partie de la gauche. En fait on s'aperçoit qu'on n'a pas avancé, je pense, depuis un siècle. C'est un débat c'est exactement le même débat, ça n'a pas bougé. On s'empaille sur des mots et sur le rapport au réel. C'est ça, c'est là-dessus que la gauche française et les gauches sont en train de se déchirer. Entre d'un côté les traîtres, ceux qui par définition trahiraient dès lors qu'ils sont au pouvoir et surtout qu'ils essayent d'y rester, et puis de l'autre côté ceux qui seraient d'incorrigibles naïfs aux mains blanches parce qu'ils n'ont pas de main et qui ne connaîtraient pas la réalité. Et ça, on s'aperçoit que ça demeure, c'est un fil conducteur de l'histoire du débat à gauche. Contrairement, moi je pense que rien n'a changé. Le clivage gauche-droite, il peut bouger sur telle ou telle thématique, mais globalement, les débats internes à la gauche restent les mêmes. C'est Clémenceau contre Jaurès en 1906, quand Jaurès accuse Clémenceau d'être un briseur de grève, et que Clémenceau, lui, répond à Jaurès, vous occupez des palais féeriques, moi j'essaye de bâtir la cathédrale républicaine, mais dans la plaine, je laboure mon champ qui refuse de me donner la moisson. C'est exactement le même débat qu'on a aujourd'hui. Parce que cette réalité, ce réel n'est pas forcément de droite. Il ne s'agit pas de se plier à un réel de droite. Mais on peut constater que le réel change. On peut constater que le réel bouge sans pour autant abandonner l'idée d'essayer de le réformer. Mais donc quelles seraient les valeurs alternatives? Laissez-le terminer. Juste deux mots. Évidemment que la gauche, elle est rétamée, lessivée d'élection en élection, que ce soit la gauche modérée, social-démocrate au pouvoir, ou la gauche radicale qui n'y est pas, qui est encore en plus mauvais état dans les urnes. Mais si on regarde l'état de l'opinion, il y a sur des items, sur des mots, sur des réalités, pour le coup, on a vu une évolution de l'opinion française. Le mot entreprise, par exemple, dans les années 70, c'était un mot qui était totalement honteux, banni, on l'aurait même jamais dit sur le service public. Je force le trait. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les sondages, c'est une valeur, c'est un item qui est salué, qui est très populaire. À l'inverse, les syndicats sont aujourd'hui une réalité qui est totalement fustigée dans les sondages. C'est une des corporations avec les journalistes, par exemple, qui est une des plus détestées du pays. Donc ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée de faire fonctionner l'entreprise de façon plus égalitaire, de façon à ce qu'elle produise des richesses et donc des emplois. Mais on ne peut pas non plus fermer les yeux devant l'évolution de ce réel et dire qu'il suffirait de brandir les réalités d'antan, les mots toujours, les totems. On s'empaille sur des totems. Le problème de la réalité, c'est qu'il faut prendre appui sur la réalité pour la transformer. Ça n'a pas de sens de dire la réalité est ce qu'elle est, donc je m'y plie. Sauf si vous utilisez les outils d'hier, d'avant-hier ou du siècle dernier. Justement, je vous propose de regarder d'autres mots qui ont peut-être changé, en tout cas dans le vocabulaire droite-gauche. Il y a le mot sécurité, il y a le mot liberté, il y a le mot laïcité, vraisemblablement, qui prennent peut-être des sens différents de ceux qu'ils avaient autrefois. Regardez, là aussi, petit rappel des faits depuis quelques mois.